Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons plus spécifiquement un focus sur la technologie blockchain dans le cadre du régime pilote en vigueur en Europe depuis l'été dernier. Marc Kepenegian, président de Cryptown, reviendra sur les avancées du régime pilote, sachant que Cryptown fait partie des premières sociétés françaises à avoir du coup intégré ce régime pilote. Nous en parlerons donc avec lui dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux retraites, toujours à la préparation à la retraite. Alors nous ferons évidemment le point sur les évolutions potentielles en 2024 en lien avec la réforme des retraites, mais surtout sur les stratégies à mettre en place, que l'on ait 30 ans ou que l'on soit à quelques années de la retraite. Nous en parlerons avec Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiens de Retraite, mais aussi avec Franck Sotti, ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, Ruben Brami, fondateur du cabinet 26 Patrimoine, nous rejoindra pour nous expliquer ce qu'est un profil équilibré. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, crypto-actifs ou technologies blockchain de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Marc Kepenegian. Bonjour Marc Kepenegian. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Cryptown qui ambitionne de devenir une bourse, finalement des PME au niveau européen. Cryptown qui a rejoint depuis quelques mois maintenant, à peu près un an, si je ne dis pas de bêtises, le régime pilote au niveau européen. Ce régime pilote dont on avait déjà parlé ensemble sur ce plateau à l'été dernier, globalement. Vous faites partie des premières entreprises donc, à l'avoir rejoint. Ce régime pilote, si on doit le décrire en 2 mots, alors je vais le faire en 2 mots, puis peut-être que vous le ferez en 10 mots, permet de tester des innovations financières, notamment dans le domaine de la tokenisation de titres financiers cotés. Et c'est justement ce que vous tentez de faire avec Cryptown. Il y a eu l'annonce officielle, il y a eu l'annonce médiatique. Maintenant, il y a le travail de fond pour effectivement mettre en place ces tests. Quel bilan vous pouvez faire des premiers mois, Marc Kepenegian ? Alors, on ne l'a pas vraiment rejoint, puisque c'est un règlement européen qui crée des agréments qu'il faut demander. Et nous, D'accord. on est en cours d'obtention d'un de ces agréments qui s'appelle DLT-TSS pour opérer une infrastructure de marché dite unifiée. Personne en Europe n'a encore obtenu un agrément. D'accord. Mais depuis quelques mois, en fait, on peut demander l'agrément, ce que ne pouvait pas faire avant. Et donc là, 2023. Tout à fait. Et donc là, vous êtes dans les démarches pour obtenir ce fameux agrément pour ensuite rejoindre le programme test, c'est ça ? Exactement. Donc c'est, comme son nom l'indique, un pilote, ce qui est assez unique en droit financier européen, qui crée quelque chose de très innovant pour tester une nouvelle manière d'opérer des infrastructures de marché avec de la tokenisation pour permettre d'avoir des instruments financiers cotés sur des infrastructures, peut-être, c'est le but du pilote, de démontrer plus efficientes pour réduire les coûts, pour réduire le risque de contrepartie s'il y en a, etc. Et donc là, on passerait, quand on parle de tokenisation, ça veut dire qu'on mettrait des titres financiers cotés sur des technologies blockchain. Tout à fait. En fait, dans le pilote régime, il y a plusieurs services qui sont faits par les infrastructures. Et il y a un service qui est fait normalement par un Central Security Deposit, dépositaire central, une société comme Euroclear. Mais dans le cas du pilote régime, il est fait soit par un DLT-SS, soit par un DLT-TSS. Et c'est de la tenue de registre émetteur. Donc c'est simplement de tenir le registre des actionnaires qui détiennent des actions d'une boîte cotée. Et ça, on le fait sur un DLT, sur une blockchain. Et c'est ça l'innovation majeure de ce règlement. Et donc, à partir du moment où on tient le registre de l'émetteur sur une blockchain, on a tokenisé les titres. Et donc là, aujourd'hui, en fait, alors c'est vrai que ce régime pilote a été annoncé il y a quelques mois. On pensait du coup qu'ensuite les sociétés allaient pouvoir mettre en œuvre les tests. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut ensuite obtenir un agrément pour pouvoir commencer à effectuer des tests. C'est un agrément qui est compliqué à obtenir, Marc Kepenegian ? C'est ça. En fait, depuis le 23 mars, on peut tous demander partout en Europe cet agrément. D'accord. Mais il y a eu d'autres étapes. Il y a eu l'adaptation en droit français et partout pareil en Europe de ce règlement européen. Bien sûr, ouais. Puis après, il faut l'obtenir, cet agrément. Donc déjà, il faut choisir lequel, parce qu'il y en a 3. Il y a DLT MTF, DLT SS et DLT TSS. DLT TSS, c'est celui qui nous intéresse. C'est ce qui permet
de fusionner le rôle de bourse et le rôle de dépositaire central. D'accord. Opérer des infrastructures de marché unifiées, qui est une grande innovation du pilote régime, parce que ce n'était pas possible de faire avant. Et donc, c'est un agrément lourd, qui a vraisemblablement les mêmes règles à mettre en place que les agréments anciens de MTF et de CSD. Enfin, ancien et toujours existant. Et donc, non, c'est très lourd. Il y a beaucoup d'exigences prudentielles. C'est des gros dossiers. Et donc, même si c'est un pilote, l'agrément n'est pas du tout un agrément au rabais. Et donc, au contraire, c'est une des problématiques. C'est qu'on demande un agrément très lourd. Bien sûr, ouais. Pour tester. Ce qui est un peu atypique. Est-ce que, une fois que l'agrément aurait été obtenu, on en parle au conditionnel, le test, selon vous, pourrait montrer une plus grande efficience dans l'échange de titres financiers cotés si jamais on venait à utiliser d'autres technologies que celles qu'on utilise à l'heure actuelle? Tout à fait, j'en suis complètement persuadé. Bien sûr, oui. Mais ça permet une vraie efficience. Ça permet de passer... je vais donner quelques exemples, mais quand vous achetez des actions en bourse, en Europe, on est ce qu'on appelle à J+2. Le règlement de livraison dure 2 jours. Donc vous achetez une action, mais vous la recevez réellement 2 jours après. Bien sûr. Et le paiement a lieu 2 jours après, et ça se repose sur une infrastructure avec pas mal d'intermédiaires. Dans le cadre du régime pilote, et dans notre cas de figure, on va opérer ce qu'on appelle un règlement de livraison instantané. Donc on passe de 2 jours à une fraction de seconde, et donc on diminue le nombre d'intermédiaires et on enlève la nécessité d'avoir une chambre de compensation, parce que comme le règlement de livraison il est instantané, il n'y a pas besoin d'un acteur tiers qui s'assure que s'il y a un problème d'un côté ou de l'autre, elle compense. Bien sûr. Et est-ce que dans le cas de changement de technologie, il y a des risques ou des biais à avoir en tête lorsque justement on va effectuer ces tests? Eh bien en fait c'est tout la logique derrière le pilote. Donc c'est tellement innovant, ça change tellement la manière de fonctionner des infrastructures de marché qui ont peu changé depuis 40 ans. Bien sûr, ouais. Que on se dit c'est magique, mais en contrepartie, c'est un pilote. Donc ça a une durée de encore 5 ans. Et 3 ans renouvelables et on a déjà passé 1 an, c'est ça? Donc globalement, il reste 5 ans. Ouais. Il reste 5 ans globalement. Et donc dans 5 ans, il faudra démontrer qu'il n'y a pas de risque supplémentaire associé. Et il y a des seuils maximum dans le cadre de ce pilote qui sont de 500 millions d'euros par capitalisation pour un émetteur qui voudrait se coter chez nous et de quelques milliards au global de flottants. Donc des seuils qui sont très importants pour une fintech comme nous, qui sont très minimes pour une infrastructure de marché traditionnelle, et donc ce qui permet de tester à grandeur nature tout en ayant un risque systémique le plus faible possible. Marc Kepeneguian, vous êtes assez investi au-delà de Cryptorn, effectivement, sur ces sujets. Vous êtes vice-président de l'ADAN, donc l'Association pour le développement des actifs numériques, et notamment vous êtes président du comité de tokenisation de l'ADAN. Donc c'est bien là ce dont on parle aujourd'hui, la tokenisation donc de titres financiers cotés en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que la France ou l'Europe est prête aujourd'hui pour les sujets de tokenisation face à une finance traditionnelle qui a sa manière de fonctionner déjà? Alors la tokenisation, ça avance beaucoup dans le monde, mais différemment, on va dire, partout. Aux États-Unis, c'est vrai que ça a été beaucoup lancé par des banques qui ont recruté massivement et qui dépensent des fortunes en R&D. En Europe, c'est la réglementation qui a été en amont des acteurs financiers. Et donc, le pilote régime, c'est la réglementation de tokenisation d'instruments financiers cotés la plus avancée au monde. D'accord. Pas de débat. Et donc, on a la chance d'avoir cette réglementation, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas encore ça. Néanmoins, les acteurs, pour peut-être des raisons structurelles des R&D, peut-être n'ont pas encore pris suffisamment le pas, mais ça arrive. Donc ils vont regarder ce que fait Cryptorn sur les prochaines années pour regarder comment ça se passe. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Merci beaucoup, Marc Kepeneguian, de nous avoir accompagnés sur Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Cryptorn, mais aussi vice-président de l'ADAN. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons faire le point en ce début d'année 2024 sur les éventuels changements issus de la réforme des retraites qui n'aurait pas eu lieu en 2023, mais bien en ce début d'année 2024. Et puis surtout, nous allons regarder ensemble comment préparer sa retraite lorsque l'on a encore 20, voire 30 ans, voire 40 ans devant soi, mais aussi lorsqu'il ne nous reste plus que quelques années pour
affiner, optimiser sa stratégie de retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Batigne. Tout d'abord, bonjour Valérie Batigne. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite et nous avons le plaisir d'accueillir à vos côtés également Franck Sotti. Bonjour Franck Sotti. Bonjour. Bienvenue sur le plateau également. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Alors on va commencer avec vous, Valérie Batigne. La réforme des retraites est passée. Beaucoup de choses sont entrées en vigueur en 2023. Début 2024, cependant, il restait quand même un certain nombre de changements ou d'évolutions peut-être un peu plus mineures et donc un peu plus passées sous les radars aussi vis-à-vis de ceux qui ont suivi cette réforme des retraites. Globalement, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Quels sont ceux qui sont concernés par ces petits changements de fin de course, si je puis le dire ainsi? D'abord, on va rappeler que ça y est, la réforme des retraites est effective. Ça, c'est bon. La principale chose, c'était que l'âge de départ, c'est que l'âge de départ recule. Bien sûr, oui. Donc ça se fait petit à petit. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui sont nées en 1962, donc qui ont 62 ans en 2024, elles vont devoir attendre 62 ans et 6 mois. Bien sûr. C'est déjà 6 mois de plus qu'avant. Et valider 169 trimestres. D'accord. Donc ça, c'est pour les personnes qui partent à la retraite en ce moment. Il y a aussi une bonne nouvelle à rappeler, c'est qu'il n'y a plus de malus Agir Carco. D'accord. Avant, quand on partait dès son taux plein, on subissait pendant 3 ans une décote de 10%. Ça, c'est terminé. Voilà. Donc plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les 6 mois, plus 6 mois, c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est compensé par le malus. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment les principales choses. D'accord. Après, on peut souligner qu'il y a eu beaucoup de nouveautés en ce qui concerne les fins de carrière. D'accord. Et là, ça commence à être effectif maintenant. Donc, il y a 2 choses à rappeler, et qui sont d'ailleurs aussi des bonnes nouvelles. C'est que le cumul emploi-retraite, c'est un dispositif qui permet de travailler, bien sûr, de gagner de l'argent, en même temps qu'on est à la retraite. C'est-à-dire qu'on prend sa retraite et ensuite on continue à travailler en reprenant une activité ou en continuant une activité. Exactement. Mais on est parti à la retraite. Mais on est parti à la retraite. Donc ça existait déjà avant. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille, sur la partie travailler, on cotise, ça c'est pareil avant, mais aujourd'hui les cotisations peuvent donner lieu à de nouveaux droits à la retraite. D'accord. Donc non seulement on a pris sa retraite, on travaille et on va avoir droit à un petit bonus. Et on cotise pour la suite de la retraite. C'est ça, qui peut aller, alors c'est limité, c'est plafonné, mais ça peut aller jusqu'à 650 € par an, c'est quand même pas mal. Donc ça c'est une belle nouveauté. Bien sûr, oui. Et une autre nouveauté, c'est un assouplissement de la retraite progressive. Donc ça c'est un petit peu différent, c'est qu'on peut être en partie en activité et en partie à la retraite. D'accord. C'est le mécanisme de la retraite progressive. C'est pour le moment peu utilisé, majoritairement par des femmes, mais on le verra peut-être plus tard. Ça a été assoupli pour que ce soit encore plus utilisé. Et c'est un dispositif franchement très intéressant. Et alors, la différence entre cumul emploi-retraite et retraite progressive, donc c'est deux dispositifs différents où globalement on est en même temps à la retraite et on peut continuer à travailler. La seule différence, c'est que retraite progressive, on a quand même pris sa retraite quand on fait de la retraite progressive. Alors, on la prend de manière provisoire. D'accord. On peut la prendre avant l'âge légal, à partir de 2 ans avant l'âge légal. Donc ça, c'est un gros changement. Et on est moitié-moitié, c'est-à-dire on est pour partie à temps partiel chez son employeur. D'accord. Et on est à l'autre partie à la retraite. Et on liquide une première fois sa retraite, ça s'appelle la retraite provisoire. Pendant qu'on continue à travailler, c'est pareil, on continue à cotiser. Et donc quand on prend vraiment sa retraite, on fait une deuxième liquidation de retraite, ça s'appelle la retraite définitive. Et si on veut encore travailler, après on peut faire du cumul. Et après on peut faire du cumul. Alors on va revenir effectivement peut-être dans un instant sur ceux qui préparent leur retraite ou qui optimisent leur retraite alors qu'il leur reste que quelques années. Ce que je voulais voir aussi avec vous, Franck Sotti, donc ingénieur patrimonial chez Astoria Finance, c'est le contexte économique actuel, inflation, hausse des taux, questionnement sur potentielle baisse des taux cette année, mais en tout cas peut-être pas attendu, mais la question c'est jusqu'où? Est-ce qu'on reviendra au niveau d'avant ou est-ce qu'on restera quand même dans un niveau de taux un peu plus élevé? Quand on veut préparer sa retraite et que mettons on est 30, 40 ans devant soi, qu'on est de vie active, je veux dire, est-ce que le contexte économique actuel remet en cause des choix d'investissement quand on veut préparer sa retraite? Quand je parle de préparer sa retraite, c'est au-delà de ce qu'on aura légalement le jour de son départ à la retraite. Bien sûr, c'est la retraite, on va dire, supplémentaire. Bien sûr. En plusieurs couches. Et là, en fait, on a toujours comme prisme de dire qu'il faut du long terme. Et donc, quand on regarde les choses sur du long terme et quand on parle d'épargne, justement, là, on a effectivement un effet taux qui est contextuel et qui sera certainement là. On ne va pas avoir une boule de cristal, mais on va dire courant de l'année, vers avril ou mai, par exemple, si la BCE et la Fed annoncent effectivement ces baisses attendues qui sont déjà un peu pricées par les marchés. Est-ce que ça sera plus forte En tout cas, est-ce qu'on retournera à des taux aussi bas qu'on a connus? Ça, probablement pas.
Est-ce qu'on rebaissera un peu? Oui, ça s'est attendu, peut-être même un peu plus, on verra en fonction de l'économie, effectivement, de l'inflation qui commence à baisser, en tout cas, elle ralentit. Et donc ça permet de rappeler un fondamental en retraite, qui est l'épargne régulière. L'épargne régulière, notamment, vous parliez de quand on a 30 ans, quand on a 45 ans et quand on a 55 ans. Je me suis amusé à faire un petit calcul. 4%, c'est une rentabilité qu'on peut trouver facilement maintenant sur nos contrats par rapport justement au contexte de marché. Et il se trouve que l'effort moyen d'épargne pour avoir 100 000 euros, donc c'est pas non plus un capital si important que ça, mais considérer que ça commence à parler un peu. 100 000 euros lorsqu'on a 30 ans, on nous demande 115 euros par mois avec 4%. Donc, 115 euros mis de côté tous les mois on a 30 ans jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Jusqu'à ses 64 ans. D'accord, oui. Pour l'instant, pris les 64 ans. Placé sur un produit, par exemple, un produit qu'on appelle plan d'épargne retraite. D'accord, oui. Nous permettrait d'avoir ces fameux 100 000 euros. D'accord. Et là, on ne va pas aller beaucoup plus loin, mais à 45 ans, moi je vais fêter mes 40 cette année, et bien là, cette fois, on va demander un effort d'épargne, non plus de 115, mais de 300 euros à 45 ans. D'accord. Et si donc on est plus du double. Ouais. Plus du double. Ouais. Et si on arrive à 55 ans, donc encore pratiquement 10 ans, peut-être on va le voir trop tard, on est à 770 euros. 770 euros, okay. C'est là où on voit qu'effectivement... Moralité, comment c'est jeune, quoi. Ça reste un fondamental, mais... Mais alors, on parlait tout à l'heure de contexte économique, de hausse de taux, mais surtout d'inflation. Quand on fait un placement, comme vous dites, à 4%, qu'on a une inflation à 5% ou qu'on a une inflation à 3%, quand on est sur le temps aussi long, est-ce que ça a réellement un impact ou est-ce qu'il faut le prendre en compte dans les taux qu'on va chercher à court terme sur des placements? Bien sûr, on peut le prendre en compte dans sa diversification de placements. C'est-à-dire qu'on a des choses qui vont pouvoir suivre un peu plus l'inflation. Je pense à l'immobilier ou à la SCPI sur notamment la durée, qui va aussi aller chercher des taux de remplacement plus importants. Puisque lorsqu'on va être sur des produits de plan d'épargne retraite, on va aller chercher 5-10% grand maximum de taux de remplacement, alors qu'on va pouvoir se permettre d'avoir un autre effet de levier que celui de l'épargne, qui est celui du crédit, les produits immobiliers. Et là, le contexte immobilier a aussi ses effets positifs de marché. C'est un peu les soldes. Dans certains niveaux, les promoteurs commencent à faire des... Encore faut-il savoir bien choisir, mais il faut les sélectionner. Oui, mais en tout cas, il y a des choses. Et même dans les SCPI, c'est la même chose. On a des acteurs de marché qui ont des difficultés, mais d'autres qui, au contraire, profitent justement de cette baisse-là pour aller récupérer des biens et donc générer à terme une protection de l'inflation plus importante que sur un produit, on va dire, monétaire pur. Et là aussi, il faut savoir se diversifier. Dans son allocation d'actifs, aller chercher de l'action sur du long terme, ça me paraît un placement adéquat. Donc, si je comprends bien, on ne change pas radicalement de stratégie pour préparer sa retraite si le contexte économique... Il faut garder un cap et changer des choses, mais à la marge. Mais pas, il faut savoir garder un cap, parce que changer tous les mois de stratégie, ce n'est pas toujours bon. Et on peut avoir des gestions, comme on l'a d'ailleurs sur notre produit retraite, une gestion pilotée, une gestion sous mandat, qui permet de faire évoluer la stratégie au niveau des contextes de marché. Valérie Batigne, même question rapide sur l'inflation. Et ensuite, effectivement, quand on a 50, 55 ans, qu'on a 10, 15 ans devant soi, est-ce que du coup, on passe par un cumul emploi-retraite ou il y a d'autres manières d'optimiser un petit peu son... Alors, oui. Déjà sur l'inflation, donc la retraite par répartition n'est pas en tant que telle, si vous voulez, sous l'influence de l'inflation. Ce qu'il faut vérifier en revanche, c'est si les points... La retraite, on s'exprime en points. J'ai tant de points, bien sûr, etc. Chaque année, il y a la fameuse évolution des points. Donc, pour que les retraités et même les futurs cotisants continuent à acquérir des points qui ont la même valeur réelle, il faut que ces points soient chaque année augmentés de la même façon que l'inflation. Bien sûr. Donc, c'est ça qu'il faut regarder en période inflationniste. Donc, cette année, c'est bon. OK. D'accord. Les revalorisations en début 2024, elles ont été autour de 5% pour les principaux régimes. D'accord. Donc ça va. Il ne faut pas regarder que les placements, il faut regarder aussi le régime de retraite, tout simplement. Parce que je rappelle que le régime de retraite par répartition, c'est en moyenne, encore aujourd'hui, 80% des revenus d'un Français à la retraite. Oui, bien sûr. Donc, le gros de la retraite, c'est assuré par la retraite par répartition. Donc retraite par répartition, il faut vérifier si les points sont chaque année revalorisés en fonction de l'inflation. Sinon, c'est quoi? C'est du pouvoir d'achat en moins une fois qu'on est à la retraite. Voilà. Et aussi... Il faut regarder évidemment le contexte démographique. Parce que dans un système par répartition, c'est les cotisations qui sont versées immédiatement, sont immédiatement reversées aux retraités. Bien sûr, voilà. Oui. Donc il y a toujours cet équilibre. Il faut vérifier qu'il y a toujours autant de naissances, c'est ça, c'est ce que vous nous dites? Là, vous allez voir que les nouvelles, il y a eu des publications INSEE récemment, ne sont pas très bonnes, parce qu'il y a de moins en moins de naissances.
Et on a des personnes, en revanche, qui vivent de plus en plus vieilles. Voilà. Moralité, placer plus d'argent, c'est ça? Épargner Donc, plus? moralité, on part tous, on nous demande de partir un peu plus tard, justement, Ouais, bien pour sûr. regarder cet équilibrage. Et moralité, il faut quand même vraiment penser à épargner, parce que le système par répartition va être mis à mal dans ce contexte démographique. Voilà, ça c'est pour les généralités. D'accord. Et alors sur ces 50-55 ans qui voient la retraite arriver Et donc, demain... Tout est lié, parce que comme le taux de remplacement très probablement va être amené à baisser à cause principalement des problèmes démographiques, tout est mis en place pour permettre aux personnes de travailler une fois à la retraite pour maintenir aussi ce pouvoir d'achat. Ça permet deux choses, c'est d'offrir des ressources sur le marché du travail, donc D'accord. de la valeur ajoutée, et ça permet aux personnes aussi d'augmenter leur pouvoir d'achat puisqu'elles ont deux sources de revenus, la retraite et le travail, via notamment le cumul emploi-retraite. Franck Sauty, alors là on a parlé placement ensemble. Quand vous avez des gens avec qui vous échangez sur comment préparer sa retraite, le sujet de globalement à la retraite, vous allez peut-être aussi continuer à travailler, c'est un sujet qui vient sur la table. Effectivement, parce que déjà, moi personnellement, j'ai été voir sur le site Info Retraite et ça, on les fait régulièrement aller prendre conscience du manque à gagner au moment Bien de la sûr, retraite. ouais. Et donc ça, effectivement, pour certains, en se disant, effectivement, je vais placer, je vais essayer effectivement que ces placements m'évitent d'aller un peu plus loin, où mon job me plaît tellement qu'effectivement, comment je peux continuer un peu plus et combien je vais toucher de plus. Donc il y a cela, les rachats de trimestres aussi, parfois pour certains, Ok. en disant, Oui, on en avait parlé sur ce plateau. Ouais. est-ce que c'est intéressant ou pas? Et en fonction de ça, certaines personnes cumulent effectivement emploi-retraite et on le voit plus davantage maintenant que les années précédentes. Et c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez sur la partie recul de l'âge de départ lié à la démographie. On voit que les Suisses là actuellement vont encore peut-être le reculer d'un an, ce fameux âge de départ. Et donc peut-être que travailler demain à 65, 66 ans est possible. Et donc, Ça, c'est une vraie question. Tiens, que j'ai envie de vous poser à vous, Valérie Battini. Il nous reste quelques secondes. Ceux qui ont 50 ans aujourd'hui et qui savent qu'ils partiront à 64, est-ce qu'entre-temps, ils doivent s'attendre sur les 15 prochaines années à partir peut-être à 65, 66 On n'a pas de boule de cristal, mais c'est assez probable. Hein. C'est assez probable. C'est assez probable, oui. ils cumuleront. Voilà. Autant s'y préparer tout de suite. Oui. Merci beaucoup Valérie Battini, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Merci Franck Sauty, ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir cette émission, la dernière partie, donc l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de recevoir dans cette dernière partie Ruben Bramy. Bonjour Ruben Bramy. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur du cabinet 26 Patrimoine et vous allez nous expliquer ce qu'est un profil équilibré, Ruben Bramy. Ouais, exactement. L'idée, c'est d'expliquer un petit peu exactement quand on investit en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'un profil équilibré. Alors, on a les profils qui sont très dynamiques, c'est ceux qui vont vouloir prendre plus de risques. On a les profils plus prudents, c'est ceux qui vont faire plus attention, qui vont aller sur des classes d'actifs un petit peu moins risquées. Bien sûr. Et puis, il y a ceux qui sont au milieu. C'est généralement ce qu'on appelle... Ils veulent le moins de risques et le plus de performance, quoi. C'est globalement ça. Ouais. C'est les bons pères de famille, les bonnes mères de famille. C'est ceux qui veulent rester quand même plutôt prudents, mais aller chercher un petit peu de risque sur une partie de leur allocation. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger ensemble sur... comment dessiner un petit peu... c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement, quand on accompagne des épargnants dans la gestion de leur patrimoine, une échelle de risque. Alors effectivement, il y a toujours un couple rendement-risque qui fonctionne. Moins on prend de risque, moins on a de rendement. Plus on prend de risque, plus on espère avoir du rendement, mais plus il y a de risque aussi. Et quand on est au milieu, globalement, quand on a un profil équilibré en face de soi, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur les marchés actions, sur les fonds obligataires dont on entend parler à l'heure actuelle. On diversifie énormément. Ouais, on fait un petit peu des deux finalement. On va aller sur des classes d'actifs très prudentes, on va aller sur des classes d'actifs plus dynamiques, mais on va aussi regarder celles qui sont au milieu. Alors par exemple, on va aller mettre un petit peu de fonds euros. C'est intéressant. Bien sûr. Des taux. On a aussi en plus les compagnies d'assurance qui se font un peu concurrence entre elles en ce moment, et donc il y a possibilité d'avoir des boosts en plus des remboursements qui sont distribués. Vous pouvez en mettre 15-20%. D'accord. Ça permet d'avoir une poche de liquidité. Si vous voulez, par exemple, sortir... Et là, sur les fonds euros, quand on voit qu'on est dans un contexte de taux un peu plus élevé, qu'il y a des boosts un petit peu sur certains contrats proposés à l'heure actuelle, est-ce qu'on augmente justement la poche de fonds euros sur un profil équilibré ou pas forcément ? Ça, c'est propre à chacun. Ça va vraiment dépendre des objectifs que chaque investisseur va avoir. Mais généralement, un investisseur a la réponse à cette question-là. Ensuite, on va aussi aller regarder un petit peu les obligations, les classes d'actifs qui a le vent en poupe. Alors, il y a eu une tendance l'année dernière, avec la remontée des taux, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont positionnés sur les obligations. Et ils ont bien fait, parce que les rendements étaient très bons. Pour ma part, je recommande aussi à mes clients de se positionner sur les obligations.
plutôt type investment grade, sur des fonds datés 2028. D'accord, oui. Donc fonds datés pour justement être sûr de bénéficier de ces coupons et de ces taux intéressants aujourd'hui jusqu'à l'échéance du fonds, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Évidemment, on va aussi un petit peu regarder les actions. Alors, les marchés sont hauts. Le mois de février, on a vu que ce soit le DAX allemand, le CAC 40, le Nikkei au Japon, il y a eu des records, le S&P aussi. Donc, les marchés sont hauts. Il faut y aller avec prudence. Moi, je recommande plutôt... Alors, moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc j'explique à mes clients que s'ils veulent investir sur un ETF CAC 40, S&P 500, moi, je considère qu'ils ont moins besoin de moi. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne idée d'en avoir un petit peu dans leur allocation. Moi, j'aime bien regarder... ce que je vais appeler des méga tendances structurelles de long terme. D'accord. C'est-à-dire même si même si on aurait peut-être éventuellement quelques soubresauts de marché, on aurait le temps de venir voir la suite et avoir de la performance. Je pense à l'intelligence artificielle, mais je ne prends pas trop de risques en disant ça. Oui, bien sûr, on l'a déjà entendu. Voilà, big data, cloud. D'accord. Donc numérique, surtout beaucoup tech numérique. Ouais. Et par contre, il y a alors là, c'est une zone géographique moi que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'Inde. D'accord. Il se passe beaucoup de choses en Inde, c'est passionnant. Ils ont mis en place toute une structure digitale dans le pays qui fait que, alors qu'il y a quelques années, je crois qu'il n'y avait que 5% de la population qui avait une identité numérique, aujourd'hui c'est 95% de la population et du coup il y a tout un écosystème qui se crée et l'Inde c'est passionnant, je conseille aux personnes qui nous écoutent de regarder les ETF et les EPCV sur le sujet. Là on a parlé actions, on a parlé obligations, il y a un sujet qui est souvent traité aussi sur ce plateau quand on veut s'exposer au marché financier, c'est les produits structurés. On l'intègre chez un profil équilibré ça? On peut l'intégrer un petit peu, alors à la marge parce que ça reste quand même un produit qui est illiquide, donc simplement pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est les produits structurés, ça permet d'investir sur les marchés financiers en protégeant une partie ou la totalité du capital qu'on investit. Moi je recommande pour se positionner sur des actions ou un petit panier d'actions, 2-3 actions, et ne pas aller sur une poche trop importante, 15-20% maximum, parce que justement ça reste illiquide, mais ça permet de se positionner sur certains titres. Et autre sujet dont on parle beaucoup dans l'émission, on finira là-dessus, c'est la démocratisation du private equity. Alors effectivement, on sait que ça peut être risqué, le capital investissement, surtout selon le stade d'avancement des entreprises dans lesquelles on investit. Sur un profil équilibré, on intègre quand même aussi une poche de private equity ou pas forcément? Si, oui. 5-10% maximum, ça peut avoir du sens. Alors avec les compagnies d'assurance vie, il y a une démocratisation, comme vous l'avez dit, et maintenant elles sont même liquides, les parts de private equity. Donc vous pouvez les vendre plus tôt qu'avant. Bon, l'idée c'est quand même d'avoir un horizon long terme pour profiter d'être en haut de ce qu'on appelle la courbe en J. Moi j'aime les fonds de fonds, je regarde beaucoup les fonds de fonds et les fonds secondaires. D'accord. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité, d'avoir une diversification qui est plus accrue. Et justement je finirai sur ça. Profil équilibré, profil prudent, profil dynamique. En tout cas, une règle d'or à respecter en gestion de patrimoine, c'est la diversification. Et donc, un profil équilibré permet de bien le faire, justement, cette diversification. Merci beaucoup, Ruben Brahmi, d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet 26 Patrimoine. Merci à vous. On se retrouve très vite sur Bismart.